L'organe législatif de la transition est en marche. Le vote des bureaux des membres s'est bien déroulé. Il ouvre la voie au démarrage effectif du processus. Et puis, c'est une bien mauvaise passe pour les agriculteurs des cascades et des hauts bassins. Les œufs des basses-cours se vendent mal. La coupable, la concurrence déloyale selon les producteurs. Et puis enfin, dans le milieu de l'éducation, c'est avaler la pilule du continuum éducatif qui fait grincer les dents. La réforme est bien effective par le principe, mais ça coince dans son application. Voilà qui fait la une de l'actualité. À ce jour, le grand journal. Merci de vous installer. Les organes du Conseil national de transition sont à présent en place. Vendredi dernier, la séance d'élection a mobilisé les conseillers de l'après-midi jusque tard dans la nuit. Président des commissions générales, membres de la Haute Cour de justice, représentants du Burkina à l'étranger. Bref, tout le dispositif est à présent en place à la découverte des nouveaux visages de l'organe législatif de la transition. C'est un sujet de Ernest Kambiri. L'image en dit long. Des députés membres du Conseil national de la transition en pleine tractation pour un triple scrutin. L'élection des membres du bureau du Conseil national de la transition. Au terme du dépouillement, les 4 composantes que sont la société civile, les forces de défense et de sécurité, les partis politiques de l'ex-opposition et ceux de l'ex-majorité se partagent les 4 postes de vice-présidence du CNT. Le premier vice-président est Honoré Lucien Nombré, des forces de défense et de sécurité. Deuxième vice-président, Ibrahima Koné, de l'ancienne opposition. Troisième vice-président, Fernand Sanou, des organisations de la société civile. Et le quatrième vice-président, Amadou Dabo, de l'ex-majorité. Alphonse Marie Ouedraogo et Pélagie Kaboré sont respectivement premier et deuxième questeurs. Issa Sionou, Issa Kemtore, Laetitia Koudougou, Adama Seré, Bakary Koné et René Lompo sont dans l'ordre élu 6 secrétaires parlementaires. Pour le deuxième scrutin, il a permis d'élire les responsables des commissions générales du Conseil national de la transition. La commission des finances et du budget est dirigée par Madeleine Somda. Asekna Somda va présider la commission des affaires sociales et du développement durable. Youmani Lompo est quant à lui porté à la tête de la commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains et Bourema Ouedraogo à la tête de la commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense. Le troisième scrutin qui s'est déroulé très tard dans la nuit, en 2 temps, a permis d'abord d'élire les membres du Conseil national de la transition pour représenter le Burkina Faso dans une dizaine de parlements communautaires et internationaux et de choisir 6 juges pour constituer la Haute Cour de justice. Des juges qui ont prêté serment séance tenante, ce qui met fin ainsi à la session spéciale d'installation des organes du Conseil national de la transition, CNT. Voilà donc pour les nouveaux visages de l'organe législatif de la transition. Et puis, on revient sur cet autre pan de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. La journée d'hier, 13 décembre, a aussi vu dans la soirée la projection du film Bouribana, le destin fatal de Norbert Zongo. Bouribana, ce film donc se diffuse pour la première fois dans un contexte sociopolitique particulier. Témoignage de C. Sylvestre Da. Vous avez toutes les réponses de la misère actuelle de l'Afrique dans son passé, pas très lointain. 16 ans après, la lutte pour que justice soit rendue à Norbert Zongo se poursuit et la projection du film Bouribana, organisée par les centres de presse Norbert Zongo et l'association SEM Film dans la nuit de ce 13 décembre 2014, rentre dans ces cadres. L'objectif, c'est de rappeler que nous sommes le 13 décembre, rappeler qu'un homme s'est sacrifié pour qu'on en arrive au 30 et 31 octobre. Rappeler qu'il y a nécessité de faire justice pour cet homme-là. Idole pour la jeunesse, Norbert Zongo l'a été de son vivant. Une jeunesse sortie nombreux pour commémorer ensemble le douloureux anniversaire de son assassinat et clamer justice pour celui-là qui, même mort, demeure pour eux une idole. La justice pour Norbert Zongo doit être faite. On est assez attendu sur les beaux discours, on en a eu plein. Norbert Zongo ou Henri Sebogo, son nom de plume, fondateur du journal indépendant, est reconnu pour avoir été un célèbre journaliste d'investigation. En ce qui concerne le Burkina Faso, je n'en ai pas connaissance d'un journaliste aussi engagé. Et je crois que c'est ça qui a fait la grandeur et qui fait la grandeur toujours de Norbert Zongo.
Du film documentaire, il ressort que Norbert Zongo a été assassiné pour ses révélations d'affaires mafieuses dont beaucoup mettent en cause le régime Compaoré. L'affaire David Ouedraogo fait la une des 15 derniers numéros de l'hebdomadaire qui précède la mort de Norbert Zongo. Norbert Zongo s'attaque directement à François Compaoré, frère du chef de l'État, qu'il tient pour responsable de la mort brutale de son chauffeur. Dès lors, son destin semble entre les mains de la famille présidentielle. Puisqu'on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas l'intimider, il fallait le tuer. Le film fait cas également des différentes tentatives du président Compaoré pour résoudre le problème de l'injustice au Burkina de façon générale, allant de la création d'un collège des sages à l'organisation du Journée nationale du pardon. En notre qualité de président du FASO, assumant la continuité de l'État, nous demandons pardon et exprimons nos profonds regrets. Mama vi mara jaram. Namba te ko ni sala ning bugume. San ku bahadam bala tobram warik. Ye ha ne beo nan kinga tenga ponyo tampare suguru. Patende suguru. Des débats qui ont suivi la projection, il ressort que le peuple burkinabé qui clame justice pour Norbert Zongo et pour l'ensemble des victimes des crimes de sang est resté constant dans sa conviction que tôt ou tard, la vérité va triompher. Seule la lutte paix, même dans la durée. Ça fait 16 ans que le peuple burkinabé est debout. Ce peuple est resté stoïque dans sa conviction d'abord. Mais il s'est également convaincu qu'il fallait se mobiliser dans la détermination pour aller jusqu'au bout. Il y a quand même suffisamment d'éléments concrets sur ce dossier. Je prie Dieu que dans cette transition, nous puissions voir le bout du tunnel avec l'affaire Norbert Zongo. En plus du film documentaire Boli Bana, le public a pu suivre des reportages sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier réalisés par Droit Libre TV. Des slameurs ont apporté la touche artistique à cette soirée d'hommage à Norbert Zongo. Une soirée qui a servi aussi de cadre pour remettre des bourses d'études Norbert Zongo à des étudiants. Ils sont 3 lauréats, dont 2 en journalisme et 1 en droit. Chacun d'eux a reçu la somme de 200 000 francs CFA. C'est donc l'un des actes de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Les agriculteurs de la région des Hauts-Bassins sont mécontents et le font savoir. La cause, les œufs de leur basse-cour se vendent mal. Une mévente, selon eux, due à la forte et déloyale concurrence venue d'ailleurs. Fatigués de porter sur eux leur production, c'est par voie de presse que les producteurs prennent à témoin l'opinion nationale. Le point de Amadou Lougué. L'aviculture, autrefois considérée comme un secteur porteur, est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés, notamment dans l'écoulement des œufs. Ces quantités importantes d'œufs produites chaque jour dans les fermes d'élevage de volailles peinent à être vendues sur le marché. Une situation difficile pour cette dame. Elle vend depuis 5 ans des œufs à Bobo-Dioulasso. Les agriculteurs souffrent, ça ne va pas. Les œufs rentrent, on n'arrive pas à écouler nos stocks. Donc, avant, on pouvait vendre les plateaux à 2000, mais aujourd'hui, à 1600, on n'arrive pas à avoir des preneurs. Seydou Ki et sa famille vivent du commerce des œufs depuis 1998. Aujourd'hui, les affaires roulent au ralenti malgré la baisse du coût de la plaquette d'œufs. En 98, cette année, ça fait 16 ans de service. Pour cette année, je n'ai jamais vu ça. C'est trop serré. 15 ans dans l'aviculture, Draman Traoré est persuadé que l'importation incontrôlée des œufs en provenance des pays voisins explique la mévente. La période actuelle financièrement est un peu difficile pour les consommateurs. À côté de cela, il y a aussi qu'il y a un nombre important de producteurs. Tous ces facteurs mis ensemble peuvent être les causes, mais particulièrement l'importation d'œufs venus des pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cela baisse énormément nos prix de vente et bloque nos possibilités de vente sur notre marché. Un sentiment partagé par Serge Konkobo, l'ex-agent public de l'État, aujourd'hui en position de disponibilité, dénonce également la fraude douanière comme principale cause de la mévente.
Parce que les importations, il faut souligner qu'il y en a quand même de deux types. Il y a ceux qui bénéficient effectivement de la documentation nécessaire pour faire rentrer les œufs au Burkina Faso. Et il y a aussi des gens qui, en réalité, font rentrer des œufs, mais qui ne disposent pas de documentation. Ils n'ont pas de documents. Alors ceux-là, nous pouvons dire que c'est un peu de la contrebande. Quel avenir pour la filière avicole à Bobo-Dioulasso quand on sait qu'elle occupe de nombreuses personnes et fait vivre des familles entières? En tout cas, les éleveurs n'entendent pas baisser les bras. Quand on a fait le constat, nous avons décidé de nous mettre ensemble, de porter le problème au niveau des autorités. Nous avons rencontré le directeur régional des ressources animales et halieutiques de la région des Hauts-Bassins. Nous lui avons soumis le problème. Nous nous sommes rendus à Ouagadougou où nous avons rencontré les directions centrales. Et ils nous ont promis de nous accompagner. Et au-delà d'eux, nous avons rencontré les revendeurs pour constater avec eux qu'ils ont véritablement de grands stocks d'œufs invendus, qu'ils ont eux aussi des difficultés à écouler les œufs produits localement. Autre aboutissement de la démarche, les éleveurs de volailles et autres revendeurs d'œufs ont décidé de s'unir pour mieux défendre leurs intérêts avec la mise en place d'une association plus forte et mieux structurée dénommée la Maison régionale de l'aviculture des Hauts-Bassins, une association créée en décembre 2014. Idem dans les Cascades pour la situation de mévente dans cette région aussi. La mévente donc des œufs de poule reste la chose la mieux partagée chez les producteurs, tout comme dans le sujet que vous venez de suivre. Eux aussi pointent un doigt accusateur sur cette concurrence qualifiée de déloyale et le constat est cette fois-ci de Simplice Barreau. Depuis quelque temps, on assiste à une concurrence sur les différents marchés de la région des Cascades entre les œufs de production locale et ceux importés des pays voisins, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Ghana. Une situation qui pénalise les aviculteurs des Cascades qui n'arrivent plus à vendre leur production en raison du prix pratiqué par les importateurs d'œufs. Ceux-ci revendent la plaquette entre 1600 et 1800 francs CFA contre 2100 francs pour les œufs de production locale, ce qui constitue un manque à gagner pour les membres de la coopérative des aviculteurs modernes des Cascades, d'où leur inquiétude. En tant qu'acteur, on est aussi fragilisé par ce système, qui est un système vrai, qui est un système donc qui va entraîner en tout cas une perte de vitesse du monde avicole au Burkina. En plus de la concurrence déloyale à laquelle ils sont soumis, en ce moment, les aviculteurs de la région des Cascades dénoncent les conditions d'importation des œufs en provenance des pays voisins. Selon eux, la consommation de ces œufs constituerait un danger pour la santé des populations. La vente anarchique donc de ces œufs, au regard du transport de ces œufs, du stockage et aussi de la vente exposée au soleil, va certainement entraîner des problèmes donc de santé publique. Du côté de la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, il est prévu les jours à venir une mission de contrôle et d'inspection pour vérifier le respect des règles de la concurrence et la qualité des œufs importés. Nous avons pris l'engagement avec eux de les convoquer une prochaine fois pour qu'ensemble, avec les différents services techniques, nous avons l'agence burkinabé de normalisation et de la métrologie qui est là. Et nous travaillons en étroite collaboration. Nous allons aussi toucher la douane au niveau de Niangolo et autres pour qu'ensemble, avec les acteurs, nous puissions échanger davantage pour trouver des solutions idoines à leurs préoccupations. La coopérative des aviculteurs des Cascades envisage bientôt mener une campagne de sensibilisation des populations de la Comoé et de la Léraba afin qu'elles privilégient la consommation des œufs produits au Burkina. Et pour boucler le dossier élevage, voyons à présent les derniers actes du projet triple au sigle AAA. Durant son temps d'action, il a visé, comme son nom l'indique, l'amélioration des actifs des animaux. À présent, l'heure est au bilan sur les acquis, un bilan dont les principales recommandations devraient éclairer la deuxième phase du projet qui se prépare. Le reportage est signé de Claude Ouedraogo.
300 tonnes d'aliments bétail ont été distribuées à 1000 ménages vulnérables du camp de Goudebo. Avec une production fourragère sur 200 hectares par 400 ménages de la population haute, ce sont entre autres les principales activités qui ont été menées au cours de l'exécution de la première phase du projet Amélioration des actifs des animaux. Un bilan jugé satisfaisant selon les premiers responsables locaux du projet. On note une évolution positive des différents indicateurs du projet. Et cela est la résultante d'une stratégie d'intervention basée sur l'implication effective des bénéficiaires et également aussi sur la synergie d'action avec les différents partenaires qui interviennent au niveau du camp de Goudebo dans l'opération des réfugiés. Dans un contexte où le Sahel est caractérisé par une rareté des ressources naturelles, la deuxième phase du projet a aussi pour objectif d'accroître la résilience des réfugiés maliens et des communautés hautes du Burkina. Presque la totalité des réfugiés sont des éleveurs. Donc, il est important pour nous de contribuer à la stabilité du cheptel animal des réfugiés. C'est leur principale source de revenus. Donc, pour non seulement gérer leur situation également au Burkina, mais éventuellement préparer un retour au Mali, pour nous, il est important de contribuer à la stabilité de leur cheptel dans le long terme. Cette initiative de l'ONG américaine IRD a bénéficié d'un financement du Bureau des populations, des réfugiés et des migrations du gouvernement américain à hauteur de 250 millions de francs CFA. On parle éducation à présent, précisément cette réforme qui continue de faire des gorges chaudes. La pilule du continuum éducatif a du mal à passer. Dans le centre-ouest et précisément dans la province du Boulkemde, le processus est effectif dans son principe, mais toujours aussi décrié dans ses modalités d'application. Insuffisance de salles de classe pour les élèves nouvellement certifiés, manque d'enseignants. Bref, l'on adresse plus d'un grief à la nouveauté. Notre équipe en poste à Koudougou a fait le tour de la province et voici donc le dossier de Ali Sagnon et de Jonas Wemba. Le continuum éducatif au Burkina Faso, voilà maintenant 2 ans que ce système fait son petit bonhomme de chemin. C'est depuis 2007 que le gouvernement a entrepris cette réforme tendant au transfert de l'éducation préscolaire et post-primaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, aux fins, dit-il, de rendre le système éducatif cohérent, plus fonctionnel et inclusif. Mise en œuvre en octobre 2013 sur toute l'étendue du territoire national, le continuum suscite aujourd'hui des interrogations au sein des acteurs du système éducatif. Dans la région du Centre-Ouest et au mois d'octobre dernier, le directeur régional sorti de l'Éducation nationale fait le point suivant. Nous avons effectivement 28 218 admis au CEP et à ce jour, nous avons absorbé 26 218 élèves, privés, publics, tout réunis. Donc si vous faites un calcul, vous êtes à un taux de 92,57%. Malgré ce tableau bien peint, sur le terrain, la réalité est tout autre. Nous sommes ici à l'école Centre A de Sabou dans la province du Boulkemde. 54 élèves admis au CEP de juin dernier prennent leurs cours et il s'agit bien des cours du soir. Avant réforme, ils devraient être avec leurs camarades des cours du jour. Moi j'ai jusqu'à 3 ou 4. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de place. Moi, je ne sais pas, cette année, comment va se passer le problème des élèves. Aujourd'hui, c'est le 26 novembre. Donc, si les enfants sont arrivés jusqu'à 3 mois sans avoir de classes pour entrer, donc ça dit que l'enfant est en chômage. Le malaise créé par ce nouveau système dans l'éducation des plus jeunes ne se limite pas seulement aux parents d'élèves. Même les premiers responsables des établissements d'enseignement ne s'y retrouvent pas. Le MENA n'a pas suffisamment d'établissements post-primaires pour absorber ceux qui ont été reçus à l'entrée en 6e cette année. Beaucoup de parents sont venus me voir ici que voilà, que le dossier de l'enfant est toujours à la direction régionale. Il n'est pas encore affecté parce qu'on ne sait pas où le mettre. Il n'y a pas d'établissement. À mon sens, il fallait d'abord construire les établissements, recruter les enseignants et les former avant de faire le transfert. Les organisations syndicales des enseignants dénoncent de leur côté le manque de définition claire du statut du nouveau type d'enseignant de l'éducation de base.
Elle souligne par ailleurs l'incapacité des municipalités à endosser le transfert. L'État même a démissionné dans le système éducatif et a fait la part belle au privé. Prenez le préscolaire. Et dans la ville de Koudougou, il n'y a que 2 écoles publiques préscolaires. Et il y a combien d'écoles privées préscolaires? On dénombre en tout cas plus d'une dizaine. Vous prenez l'enseignement secondaire, il n'y a que 4 à 5 établissements publics contre plus d'une dizaine encore de privés. Cependant, le processus du continuum éducatif est bien enclenché et les répondants de cette réforme entendent être soutenus par les différents acteurs de l'éducation pour l'atteinte des objectifs fixés. Toute innovation, donc tout changement, donc il y a des difficultés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abdiquer. Donc je pense qu'il faut accepter effectivement, regarder la réalité en face et trouver bien sûr donc les solutions donc, qui se présentent aux difficultés et puis et les résultats viendront par la suite. Toute la communauté éducative doit accompagner le médecin. Parce que si on pense que en fait, le continuum c'est l'affaire du maintenant, là on peut avoir des problèmes. Au regard de tout ce qui précède, faut-il se résoudre à stopper le processus ou faut-il le repenser? C'est à ces préoccupations de l'heure que la nouvelle équipe en charge de l'éducation au niveau national devrait répondre à temps pour que le système éducatif burkinabé soit de qualité et n'hypothèque pas l'avenir des générations futures. En attendant donc les réponses. Et puis dans le milieu de l'éducation non formelle, l'on repasse le film des actions marquantes de 2014. Des actions qui visaient entre autres la mise sur pied d'un réseau pour le développement des jeunes dits vulnérables. Autour du sujet se réunit le groupe de travail de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, au sigle ADEA. Sur le sujet, le point de Nathalie Nabaloum Savadogo. Les statistiques de l'UNESCO disent qu'en 2009, il y avait plus de 21 millions d'adolescents non scolarisés en Afrique au sud du Sahara. La situation au Burkina Faso n'est pas meilleure. C'est de l'avis de tous un handicap pour le développement du pays. Les conclusions de ces études sont des conclusions de type très pratique qui sont contextualisables. Ensuite, il y avait un certain nombre d'études qui avaient trait au socle de compétences communs. Mais aussi, il y avait une rencontre du groupe consultatif au niveau du groupe thématique, du groupe de travail sur l'éducation non formelle. C'est des études qui ont une portée pour l'ensemble de l'Afrique. Ça va être un travail qui va concerner, par exemple, vous prenez un truc comme le socle commun de compétences. C'est une étude, si elle est terminée, elle va servir l'ensemble de l'Afrique. Et on prend une autre étude comme les études coraniques. On pense que c'est un problème qui est général. Les enfants talibés, ça existe un peu partout dans l'Est de l'Ouest. Et nous avons bon espoir qu'avec ces études, nous pouvons très bien être utiles au système éducatif de toute la zone. Le groupe de travail sur l'éducation non formelle a réuni à Ouagadougou une quarantaine de professionnels de l'éducation de base non formelle et des experts du domaine venus du Sénégal, du Niger, du Bénin, du Mali et du Burkina Faso. Les recherches qui ont été présentées ont servi de base à une meilleure compréhension des problématiques telles que les programmes, le curriculum, les approches méthodologiques, les savoirs endogènes, les passerelles, le problème de passerelle, la qualification du corps enseignant. Les acteurs se sont accordés sur le fait que l'éducation doit se mener dans un environnement où les enfants et les adultes analphabètes doivent trouver leur compte. Le groupe de travail soumettra les résultats de l'étude qu'ils ont validée au gouvernement burkinabé. Nationale que le département en charge de la justice compte inculquer la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina. Cette sortie vise en premier lieu les premiers acteurs engagés pour la promotion et la protection des droits humains. Regardons l'étape de Fada pour la région de l'Est dans ce sujet de Issaka Souleymane Diallo et de Nestor Youbare. Venus des 5 provinces de la région de l'Est, les responsables administratifs, les leaders coutumiers et religieux vont pendant 24 heures s'approprier du document de référence pour la culture de la paix et de la tolérance au Burkina Faso. Dans ce mot d'ouverture, le gouverneur de la région de l'Est, Bertin Swamda, a souligné que la paix sociale est le levier nécessaire au développement économique et social de toute nation. Pour le conseil technique du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique d'Ibrillier,
Cette rencontre va permettre de renforcer les valeurs fondamentales pour la cohésion nationale. Comme vous le savez, les événements du 30 et du 31 octobre viennent nous montrer que ce sont des valeurs qu'il faut nécessairement cultiver afin de contribuer au développement du pays. Sans paix, sans tolérance, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Et si nous ne pouvons pas vivre ensemble, il n'y a pas question de développement. Nous devons accepter et valoriser nos différences au profit de la paix, car elles constituent notre force. Et cette participante espère que la présentation des deux communications, l'une sur l'état des lieux de la culture, de la tolérance et de la paix au Burkina Faso, et l'autre sur les éléments de la stratégie et les actions de mise en œuvre, vont davantage permettre de renforcer ces valeurs. Nous cultivons davantage la tolérance, l'acceptation des uns et des autres dans leurs différences. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, où que nous soyons, que nous cultivons cette paix tant voulue au Burkina Faso. Cette deuxième phase de ces ateliers qui concernent les régions des hauts bassins, du plateau central, du centre-ouest, du centre-sud, de l'est et de la boucle du Moun va permettre d'engager l'ensemble de la population, les acteurs publics et privés dans une démarche citoyenne responsable et respectueuse des valeurs de paix et de l'idéal démocratique. Les habitants de Péoukoy, dans la commune de Dori, se retrouvent encore plus proches des offres en matière de santé. Un CSPS, un centre de santé et de promotion sociale, vient d'y ouvrir ses portes. Cette offre entre dans le cadre de la coopération bilatérale Burkina Faso et République de Chine-Taïwan. Sur l'inauguration, le reportage est signé de Nameba Claude Ouedraogo. Cette coupure de ruban marque l'inauguration officielle du centre de santé et de promotion sociale de Péoukoy, entièrement construit et équipé par la République de Chine-Taïwan par le biais des engagements nationaux à hauteur de 120 millions de francs CFA. Pour nous, c'est seulement pour aider le peuple à avoir l'accès aux soins sanitaires et médicaux faciles. Aussi pour le développement durable, parce que Taïwan est toujours resté à votre disposition à aider développement durable pour Burkina Faso. Les infrastructures inaugurées comprennent entre autres une maternité, un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, des logements F3 pour agents, un forage et des plaques solaires. La Chine-Taïwan nous a accompagnés à la construction de beaucoup d'infrastructures. Il y a des hôpitaux, il y a des centres médicaux, il y a des CSPS, il y a aussi des clôtures, et il y a aussi des dispensaires et des maternités isolées. Donc, c'est à peu près ce que M. le Premier secrétaire a dit. Nous sommes à près de 68 formations sanitaires dans le milieu rural. Le calvaire des 9600 âmes que compte la localité est donc fini. Des populations qui n'auront plus à parcourir 25 km pour se soigner. Un reportage de Nameba, Claude Ouedraogo et de Olopoda. Et puis dans la province du Loroum, les attentions vont aux personnes du troisième âge. Les personnes jugées démunies de cette localité viennent de recevoir un lot de matériel et de vivres. C'est un don de l'association PASDEV. PASDEV, c'est le partenariat social pour le développement. Le geste de l'association est à inscrire dans le cadre des mesures sociales du gouvernement. Les précisions sur ce sujet sont de Korotimi Kagoni. Ceci est l'œuvre de l'association Partenariat social pour le développement PASDEV. Cette association a fait parler son cœur. Elle a fait un don estimé à 2 millions de francs CFA à l'endroit des personnes âgées de la province du Loroum. C'est l'esprit du projet. Le projet, c'est dans le cadre des mesures sociales initiées par le gouvernement. Et là, l'action sociale a mis en place un projet de renforcement de la protection sociale. Et l'axe 3 du projet prévoit donc l'appui direct aux personnes âgées. Donc on a donc obéi à l'esprit et du projet. L'association PASDEV a bénéficié du soutien du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Le ministère de l'Action sociale, en tout cas dans ses efforts à travers le projet de nommé renforcement de la protection sociale, a opté en tout cas cette année d'orienter
certaines de ces actions en faveur des groupements associatifs parce qu'on a jugé qu'ils sont plus proches des populations. C'est nos partenaires sur le terrain. Ils connaissent bien les publics cibles et partant de ce point de vue, nous avons jugé quand même nécessaire de les appuyer pour qu'ils puissent être nos relais sur le terrain afin de soulager en tout cas les populations et les couches sociales vulnérables. Chaque bénéficiaire reçoit une couverture, une natte 2 places, 5 kg de riz, du sel et un coupe-ongle. Je remercie l'association qui nous a offert ces dons. Bon vent à l'association. Merci beaucoup. Que Dieu les bénisse. L'association Partenariat social pour le développement intervient dans le domaine humanitaire. Cette association compte très prochainement poursuivre son œuvre dans la province du Yatenga. Et puis, ce cri de cœur de la visibilité sur les activités du sous-sol burkinabé, des associations de la société civile prônent l'exploitation saine des ressources minières du Burkina, une promotion qui passe, selon elle, par une prise de conscience plus élevée de la responsabilité, sociétale des entreprises. C'est la trouvaille pour inciter à la recherche et à la culture de l'attitude recherchée. Les détails dans ce sujet de Bouma Ernest Nébier. Les entreprises minières au Burkina ont désormais un cadre de promotion. Un prix dénommé prix RSE, prix de la responsabilité sociétale des entreprises, vient d'être initié à leur intention par des organisations de la société civile. Il sera organisé annuellement au Burkina et la première édition aura lieu en 2015 dans le mois de mars. Par ce prix, les organisateurs poursuivent les objectifs suivants. Participer à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises minières. Engager les entreprises minières exploitant l'or et autres minerais du Burkina Faso à être beaucoup plus responsables, plus regardants en matière environnementale, en matière sociétale, en matière sociale, envers leurs propres employés aussi. Pour prendre part à ce concours, il faut déposer un dossier complet de candidature auprès du jury chargé du dit concours, être entre autres une société minière en exploitation au Burkina il y a au moins 1 an et respecter la réglementation en vigueur dans le domaine. Et en ce qui concerne le déroulement du concours, le jury, après un examen minutieux des dossiers de candidature, procédera à des visites de terrain pour des entretiens. Le jury va procéder à des visites terrain, va réceptionner également les dossiers de candidature des entreprises, les analyser, rencontrer les communautés locales de chaque entreprise, rencontrer également les autorités locales des entreprises, avoir des entretiens avec les employés de chaque mine. Et puis ensuite, ils ont une grille, ils vont noter chaque entreprise en fonction des entretiens, de son dossier, etc. Ils vont noter chaque mine et la mine méritante sera la mine qui aura le plus de points. La société minière gagnante aura une large promotion et un trophée. Invite à la responsabilité aussi au sein de la jeunesse, responsabilité surtout dans les comportements sur la sexualité. C'est un appel des jeunes à l'endroit des jeunes. C'est par une série d'actions de sensibilisation que la catégorie des 10-24 ans, réunie à travers le mouvement dit d'action, mène sa campagne 72 heures contre ces comportements qui tuent. C'est un sujet de Bouma Ernest Nébier. Il n'y a pas de problème. On sera là. Ok, même pas de problème. Donc on se pince à 18h. C'est par ce sketch qui met ici en relief le mauvais comportement des jeunes vis-à-vis de la sexualité qu'a débuté cette soirée organisée par le mouvement d'action des jeunes du l'ABBF, Association burkinabé pour le bien-être familial. Un comportement qui, selon la présidente du mouvement Saoudat Savadogo, doit être banni.
D'où l'organisation de cette soirée pour sensibiliser davantage les jeunes sur la question et montrer par la même occasion les multiples efforts que fait le mouvement pour amener cette frange de la population à adopter des comportements responsables vis-à-vis de la sexualité. Nous remarquons de plus en plus qu'il y a une recrudescence d'un mauvais comportement au niveau de nos jeunes. Et nous devons nous lancer un défi pour que la jeunesse ne soit pas une jeunesse bafouée. Nous devons prendre conscience de nos actes afin de vivre une sexualité saine et responsable. Ce sketch consiste à interpeller la jeunesse vis-à-vis des grossesses non désirées que nous vivons de jour en jour. Nous jeunes, nous devons être responsables et honorer nos parents, honorer la société. Nous sommes certains qu'il y aura des gens qui vont venir adhérer au mouvement pour pouvoir partager les mêmes visions et missions que nous. Également au menu de la soirée, des prestations d'artistes et une élection Miss qui a connu la participation de filles venues des établissements scolaires de Ouagadougou. Une élection remportée par Bintou Bokoum du lycée mixte de Gounguin. Cette soirée culturelle est l'apothéose d'une série d'activités de sensibilisation organisées par Saoudat et ses collaborateurs depuis le 9 décembre 2014. Voilà, on reste sur cette page de culture pour signaler que l'on verra pour bientôt le festival Goulmatchema d'Ilembu. La 12e édition est prévue pour le mois d'avril prochain. Ce serait l'édition de la capitalisation des précédentes selon la volonté des organisateurs. À noter également des innovations dans le souci de la mise à jour. Plus de précisions dans ce sujet de Lambert Soma. Après 11 éditions, le festival d'Ilembu au Goulmou Festdig marque le pas pour faire le bilan et entrevoir l'avenir. Et c'est au cours de ce point de presse que les responsables du festival ont tenu à dire que le village de Tantiaka a engrangé plusieurs acquis au cours de ces 11 années. Mais pour l'édition 2015, le Festdig se déroulera à Fadangourma. Ce qui a motivé vraiment cette délocalisation, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est de dire aussi qu'à Tantiaka, on n'arrivait pas, c'est très très difficile, on n'arrivait pas à organiser une édition sans difficulté parce qu'il faut tout apporter à Tantiaka. C'est-à-dire la distance est là, il y a beaucoup de problèmes d'hébergement, problèmes de matériel. Voilà. Donc en faisant ici, ça nous permet de respirer un peu. Pour l'édition 2015, des innovations sont attendues. Nous souhaitons faire de cet événement un événement majeur de la région. Donc nous allons inviter un artiste de taille qui va faire un concert de taille pour Fada afin que ça touche toute la population de la région. Avant le début de cette conférence de presse, le nouveau siège du Festdig a été inauguré et s'en est suivi un plaidoyer pour une prise en compte accrue de la culture dans les politiques de développement. L'édition 2015 du Festdig aura lieu du 23 au 26 avril 2015 et aura pour thème jeunesse, intégration et Union africaine. La page religion nous introduit chez les assemblées de Dieu de Arbolé dans le Passoré. Là, l'on prie pour la paix au Burkina, en Afrique et dans le monde. Toute une semaine d'invocation a inscrit dans le cadre de la 14e édition des prières pour la paix organisée par cette église. Pasteurs et fidèles en union de prière, c'est un sujet de Draman Guéné. Au cours de ces 5 jours de prière intense, les participants ont témoigné leur reconnaissance à l'église des assemblées de Dieu pour de nombreuses grâces reçues. Les participants venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Burkina Faso se sont familiarisés avec les enseignements de l'église autour de différents thèmes. Ils ont prié, chanté et glorifié le Seigneur par de multiples témoignages. Dieu nous a permis d'être dans cette semaine de prière. Vraiment, on a vu la main du Seigneur durant toute cette semaine. Et surtout le thème dont le Seigneur a inspiré à son serviteur. Et nous savons que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont une potentialité dans leur vie. Mais nous savons que les enseignements que nous avons reçus après cette semaine de prière, chacun va vivre cela dans sa vie. Et surtout concernant la vie de l'homme de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est un homme que Dieu a choisi, c'est un homme que Dieu a déposé une onction spéciale sur sa vie pour la nation du Burkina et d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un que nous demandons au Seigneur, que Dieu lui soutienne, que Dieu le protège, que Dieu garde cette potentialité, cette ministère qu'il a déposé dans sa vie.
pour que ce ministère puisse s'étendre toujours et pour être bénéfique à tout le monde. Une semaine de prière qui s'achève sous de bons auspices avec une touche musicale de plusieurs groupes. Le pasteur Jérémy Zoundi a donné rendez-vous aux fidèles pour la 15e édition en 2015. Auparavant, il a invité les fidèles à participer massivement à la veillée de prière qui aura lieu le 19 décembre sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu à Pissi. Même ferveur spirituelle chez les Tijanias de la province du Yatenga, prière pour la paix et surtout pour éclairer les recherches contre le virus Ebola. Voilà pour les thèmes de la rencontre. Elle s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du fondateur de la communauté des Tijanias de la province de la cité de Nabakango. Le reportage de Ahadi Sandamba. Pour la 18e année consécutive, le guide spirituel sénégalais Cheikh Maï Ali Cissé foule le sol de Yatenga. Et c'est en pompe qu'il est accueilli par les fidèles musulmans de la cité de Nabakango. Il est venu commémorer avec ses frères l'anniversaire de la naissance du fondateur de la Tariqa Tidjania, Cheikh Ahmad Tidjani. Avant tout, savoir que Cheikh Ahmad Tidjani fut un shérif, c'est-à-dire un petit-fils du prophète. Il est de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Cheikh Ahmad Tidjani, après des efforts, il a vu son grand-père en état d'éveil qui lui a transmis la tariqa Tidjani, la voie spirituelle Tidjani. Et que quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa grâce à une personne et à une communauté, elle doit pouvoir le savoir et le vivre. Parce que vivre la grâce de Dieu, c'est être reconnaissant envers Dieu. Et cette nuit-là, elle est ponctuée de prières, de louanges et surtout d'enseignements. Quoi de plus normal pour les organisateurs de se réjouir? Chaque fois, il y a amélioration. Bon, si les gens viennent aussi, les gens sont très très contents. Chacun, tous les invités, s'ils repassent chez eux, ils sont contents, ils sont satisfaits. Le Maouloud 2014 de Cheikh Ahmad Tidjani, c'est également des bénédictions aussi bien pour les fidèles musulmans que pour la nation burkinabé tout entière. Nous rendons grâce à Dieu et nous demandons à tous les fidèles musulmans de prier pour les nouvelles autorités afin que les populations vivent en paix. À la tribune, les différents guides spirituels et prêcheurs ont prié pour que la maladie à virus Ebola n'arrive pas au Burkina Faso et surtout ils ont imploré la clémence d'Allah pour que le monde scientifique puisse venir à bout du fléau. Voilà, c'est sur le ton de l'invocation que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes. Bonsoir.